Et nous, ce qu'on constate, Amnesty International, c'est que euh, la communauté internationale ou la justice internationale est capable de réagir très vite face à un crime d'agression. La Cour pénale internationale a été saisie par 39 États en même temps au bout de 8 jours après le début de l'agression. Les sanctions économiques ont été prises très très rapidement. Les armes ont été fournies à Kiev très très rapidement. Au niveau des pays de l'Union européenne, il y a eu la mise en place d'une protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens de façon très très rapide. Ces personnes ont pu venir sur les territoires des pays de l'Union européenne, ont pu accéder à l'emploi, les enfants ont pu aller à l'école, les personnes ont pu accéder à la santé. Donc c'est très bien et nous le saluons. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les Syriens? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les Afghans? Pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures? Pourquoi on ne parle pas des violations massives de droits humains en Égypte, en Arabie Saoudite? Pourquoi on ne parle pas des violations des droits humains en Chine, dans le Xinjiang, par exemple, envers les minorités musulmanes, les minorités ouïghours et autres minorités turcophones? Pourquoi on ne parle pas du Yémen? Pourquoi on ne parle pas des atrocités qui ont été commises dans le Tigré au nord de l'Éthiopie? Et donc, l'angle d'attaque de notre rapport 2022, c'était de se dire ce qu'on est capable de faire, ce que les pays occidentaux sont capables de faire, dans certains cas, il faut qu'ils le fassent de façon impartiale et de façon équitable pour tous les pays du monde et pas seulement quand ça va quand ça va dans leurs propres intérêts. Au niveau du Du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, nous avions sorti également un rapport le 19 avril 2021. Nous avions documenté aussi qu'il y avait des salaires ou des bourses qui n'étaient pas versés aux fonctionnaires, qui n'étaient pas versés aux étudiants, et que ça rendait ces personnes dans un état de très grande vulnérabilité, en particulier pour l'accès à la santé. Et puis, nous avions documenté aussi le fait que toutes les personnes qui s'insurgeaient, qui demandaient des comptes sur cet état de fait, sur cet état de déshérence, si on peut dire, du droit à la santé, ces personnes étaient poursuivies, parfois étaient exécutées. Il y a eu des cas de personnes qui ont été tuées en prison à force d'être battues par des ceintures, par des matraques ou par des crosses de fusil. On avait documenté également des cas de torture. Nous avions documenté également des restrictions de la liberté syndicale et de la liberté de manifestation et du droit de grève aussi. Et puis, nous avions documenté enfin des pressions qui étaient faites soit sur les étudiants à l'étranger, soit sur leurs familles, soit sur des opposants pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne s'expriment pas. Donc c'était vraiment des discriminations et des entraves aux droits politiques, civils et politiques au Congo durant la crise. Alors, effectivement, d'après les informations que nous avons, c'est que l'ONU a condamné, a considéré l'incarcération de Jean-Michel Moukoko, ancien candidat à la présidentielle de 2016, comme une détention arbitraire, donc en violation flagrante du droit international des droits de l'homme, hein, en contradiction, en violation flagrante de la loi. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il est toujours en prison. Donc, pour l'ONU et effectivement, pour Amnesty International aussi, c'est une détention arbitraire, donc c'est une violation des droits humains. Et nous avions documenté également, concernant les détentions arbitraires, le recours parfois à la torture. Trois personnes notamment ont été battues à Brazzaville en janvier. L'une de ces personnes est décédée à cause de ces coups. Quatre policiers ont été... Là, vous faites, pardon, monsieur Samouye, vous faites allusion aux jeunes Congolais euh, à qui on a brisé les jambes par des gros marteaux, c'est cela, en Oui, janvier oui. 2000. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de Savoir qui portera essentiellement sur le rapport 2022 d'Amnesty International France, dont la vocation est, comme vous le savez, de défendre les droits humains, militer pour le droit et la liberté d'expression, l'arrêt de la torture et des autres violations des droits de l'homme dans le monde. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Bonjour Jean-Claude et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre télévision. Je vous en prie et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Alors, dans un premier temps, voudriez-vous
nous présenter votre organisation Amnesty International, ses missions, son organisation. Comment procède-t-elle pour la collecte d'informations, par exemple, à travers le monde? Mais écoutez, Amnesty International, c'est la plus grande ONG de défense des droits humains dans le monde, hein, puisqu'on revendique 10 millions de membres et de sympathisants. Nous sommes implantés dans 70 pays dans le monde avec des bureaux, puis avec des structures plus ou moins importantes. Et notre rapport annuel traite des violations des droits humains dans 156 pays. Donc, c'est pas la totalité de la planète, mais c'est quand même les trois quarts des pays. Et nos moyens d'action, c'est d'abord c'est d'écrire le droit international, de participer à l'écriture du droit international. Nous avons participé à l'écriture, nous avons même, on peut dire, été à l'origine de la Convention internationale contre la torture de 1984. Nous avons également été à l'origine et beaucoup participé à l'écriture de la Convention internationale contre les disparitions forcées. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour la création de la Cour pénale internationale et donc du traité de Rome de 1998. Nous avons travaillé également beaucoup sur le traité du commerce des armes. Et en France, nous avons travaillé sur une loi sur le devoir de vigilance des entreprises qui, tout au long de leur chaîne logistique, doivent veiller au respect de l'environnement, des droits de l'environnement et au respect des droits humains. Donc, c'est notre première action, c'est d'écrire le droit international. Ensuite, notre travail qui est plus connu, c'est de documenter, d'alerter, de dénoncer les violations des droits humains partout dans le monde, partout dans les pays dans lesquels nous sommes implantés. Alors effectivement, on peut pas s'occuper de tout, donc oui, il nous faut prioriser. Et parfois, on fait des déçus, mais voilà, on a une stratégie. Il faut qu'on définisse nos priorités. Et notre travail, c'est de dénoncer, d'alerter et de documenter surtout. Hein, l'importance de nos rapports est très important, de documenter les violations des droits humains. Ensuite, nous avons une activité très importante aussi, c'est sensibiliser le grand public aux droits de l'homme, et donc par des soirées débats, par des conférences que nous donnons pour le grand public, et puis surtout une activité qui est très très importante, et surtout en Afrique, je dirais, où là il y a des résultats qui sont remarquables, c'est l'EDH, éducation aux droits humains. Il y a beaucoup de militants d'Amnesty, au Bénin notamment, en Guinée, au Sénégal, qui vont dans les lycées, qui vont dans les collèges, et qui apprennent aux enfants ce que sont les droits humains et comment les respecter et les faire respecter autour d'eux. Et puis enfin, il y a un combat historique pour Amnesty, c'était le premier de nos combats, c'est de défendre les personnes individuelles, de défendre les prisonniers d'opinion ou les prisonniers de conscience qui sont emprisonnés pour avoir exprimé des idées qui sont contraires à celles de leur gouvernement. Et nous défendons ces personnes et nous tentons de les faire libérer. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour les militants qui se sont occupés de ces prisonniers d'assister à leur libération et de pouvoir les accueillir parfois dans leurs réunions. Comment est-ce que vous procédez? Est-ce qu'il y a des moyens de pression pour tenter de ramener de l'ordre dans ces zones où vous supposez, où vous pensez que les droits humains sont violés? Comment Alors ça se nous, passe? l'idée de départ d'Amnesty International, hein, c'est Peter Melanson qui l'a créé en 1961. L'idée de départ, c'est de sensibiliser le grand public, de s'appuyer sur le grand public pour faire pression sur les autorités et sur les décideurs pour que soient prises en compte et que cessent les violations des droits humains. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est très ingrat. On a beaucoup de défaites, parfois quelques victoires. C'est un travail sur le long terme. Il ne faut pas se décourager. Il faut faire preuve de détermination, de pugnacité. Parfois, on arrive à faire libérer des personnes. Parfois, on arrive à faire adopter des lois qui vont dans le sens des droits humains. Mais c'est un travail de longue haleine et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir faire pression sur les décideurs politiques. Évidemment, aujourd'hui, donc, nous allons parler de votre rapport 2022, mais je reviens un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En Afrique, vous avez des hommes hein, qui travaillent pour votre compte, qui essentiellement dans la mission axée sur la formation, l'éducation et autres. Je voulais en fait juste savoir, est-ce que ce sont là des antennes que vous avez établies dans ces pays ou simplement des missions temporaires que vous conviez à ces gens?
Alors, dans un certain nombre de pays, en particulier d'Afrique francophone, nous avons des sections à part entière, c'est-à-dire nous avons des bureaux et des militants qui font, des salariés, mais également des bénévoles qui font tourner ces bureaux. Donc, nous sommes implantés en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Voilà. Donc ça, c'est comment dire, des installations permanentes, si vous voulez. On est vraiment implanté dans le pays. Et puis, il y a d'autres pays dans lesquels nous ne sommes pas implantés ou dans lesquels nous ne sommes pas encore implantés. Et là, effectivement, il y a des chercheurs. Notre bureau central est à Londres et nous avons une centaine de chercheurs. Et ces chercheurs font des recherches, font des missions sur le terrain pour documenter des violations des droits humains. Mais quand on est implanté dans un pays, alors nous avons des salariés, certes, mais surtout, la force d'Amnesty International, c'est sa force militante. Hein, c'est-à-dire que nous travaillons beaucoup, beaucoup avec des bénévoles, avec des militants, c'est eux-mêmes qui portent les combats d'Amnesty. Et dans le cas de l'éducation aux droits humains, ce sont des bénévoles qui vont dans les écoles, qui vont dans les collèges pour apprendre aux enfants ce que sont les droits humains. Donc, notre force militante, notre force bénévole est vraiment ce qui est très, très important pour nous. Alors, avant donc d'aborder le rapport 2022, je souhaiterais qu'on revienne en quelques mots, bien entendu, sur le rapport 2021 qui, bon, je dirais peut-être que cela nous a échappé à notre niveau, si le rapport existe, bien entendu. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement du rapport 2021, essentiellement sur le Congo-Brazzaville? Alors, en 2021, donc, le rapport était axé sur les suites de la Covid, de la pandémie de Covid-19. 19? Et le véritable angle de notre rapport, c'était de se dire qu'il y avait une mauvaise répartition des vaccins, une mauvaise répartition de l'accès à la santé dans le monde et dans chaque pays, à l'intérieur de toutes les populations qui habitent dans ce pays. Et nous avions documenté le fait que les vaccins avaient été stockés dans les pays occidentaux, entre guillemets, hein, les pays du Nord occidentaux, et que les pays en voie de développement économique n'y avaient pas eu droit de façon équitable, et que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment monstrueux, enfin que c'était vraiment quelque chose d'indigne. Et nous avions demandé à ce que la propriété intellectuelle soit levée pour les vaccins, pour tout ce qui concerne la santé, de façon à ce que tout le monde, de par le monde, puisse jouir de cette protection médicale et puisse jouir de façon équitable à la répartition des vaccins. C'était un peu ça l'angle d'attaque majeur de notre rapport 2021. Et concernant 2022, notre angle d'attaque, c'est le deux poids, deux mesures. Hein, c'est-à-dire que l'information qui est relayée dans les médias en 2022, c'est la guerre en Ukraine, hein, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous, ce qu'on constate, Amnesty International, c'est que la communauté internationale ou la justice internationale est capable de réagir très vite face à un crime d'agression. Et la Cour pénale internationale a été saisie par 39 États en même temps au bout de 8 jours après le début de l'agression. Les sanctions économiques ont été prises très, très rapidement. Les armes ont été fournies à Kiev très, très rapidement. Au niveau des pays de l'Union européenne, il y a eu la mise en place d'une protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens de façon très, très rapide. Ces personnes ont pu venir sur les territoires des pays de l'Union européenne, ont pu accéder à l'emploi, les enfants ont pu aller à l'école, les personnes ont pu accéder à la santé. Donc, c'est très bien et nous le saluons. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les Syriens? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les Afghans? Pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures? Pourquoi on ne parle pas des violations massives de droits humains en Égypte, en Arabie Saoudite? Pourquoi on ne parle pas des violations des droits humains en Chine, dans le Xinjiang, par exemple, envers les minorités musulmanes, les minorités ouïghours et autres minorités turcophones? Pourquoi on ne parle pas du Yémen? Pourquoi on ne parle pas des atrocités qui ont été commises dans le Tigré au nord de l'Éthiopie? Et donc, l'angle d'attaque de notre rapport 2022, c'était de se dire ce qu'on est capable de faire, ce que les pays occidentaux sont capables de faire, dans certains cas, il faut qu'ils le fassent de façon impartiale et de façon équitable pour tous les pays du monde et pas seulement quand ça va quand ça va dans leurs propres intérêts. C'est-à-dire que la vision des violations massives des droits humains doit être mondiale, ça doit être une vision qui couvre toute la planète et pas seulement les pays quand nos intérêts sont en jeu, comme finalement l'illustration a été faite avec l'Ukraine.
Et puis, à la fin, en conclusion finalement de ce rapport et de cette démarche, c'est de se dire que nous sommes pour que continue le système multilatéral, nous sommes pour que continue l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF et tous les organismes qui dépendent de l'ONU, mais à la condition qu'il y ait une réforme en profondeur de ces organes multilatéraux, parce qu'aujourd'hui, avec le droit de veto qui sont réservés aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est vraiment inadmissible que ces 5 membres protègent leur zone d'influence, même s'ils sont commis des atrocités majeures, des atrocités systémiques. Donc, il faut une réforme complète de ce système multilatéral. Alors, puisque vous parlez de ce système multilatéral et vous parlez d'ailleurs de la réforme de certaines institutions, alors certains observateurs disent que tel que l'ONU avait été conçu, les droits de l'homme généralement ne sont beaucoup plus pris en compte que lorsqu'il s'agit bien sûr des sujets occidentaux, il faut dire les choses comme telles, mais lorsque ça se passe en Afrique, généralement, ça passe inaperçu. Ici, par exemple, lorsqu'on regarde la situation au niveau de la RDC, nous sommes à la date d'aujourd'hui, on parle donc de 10 millions de victimes déjà depuis que la RDC est agressée par le Rwanda, et là, même quand l'ONU ou le Conseil de sécurité a pris conscience que finalement c'est une agression, rien n'est fait de conséquent pour tenter de dissuader, bien entendu, l'agresseur. C'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Hein. Si toutes les atrocités ne sont pas traitées de la même façon par la communauté internationale, le drame en RDC, ces millions de morts et le recours aux violences sexuelles comme arme de guerre, tout ça se fait l'objet d'un rapport. L'ONU est parfaitement au courant, a documenté toutes ces atrocités dans un rapport, mais qui ne sert à rien, qui est mis dans un placard et personne s'en occupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'indigne, de complètement indigne. Et c'est vrai que nous, les ONG, ben, notre travail, avec d'autres, mais une partie de notre travail, c'est de dénoncer ces atrocités qui sont commises, même quand les projecteurs ne sont pas fixés sur ces situations. Par exemple, nous, l'un des derniers sujets que nous essayons de traiter et de mettre sur le devant de la scène, c'est l'Éthiopie, c'est le Tigré. Alors, certes, il y a eu un cessez-le-feu dans cette région, mais il faut que les auteurs de ces crimes de guerre, de ces violences sexuelles, de ces crimes contre l'humanité rendent des comptes devant la justice internationale. Il faut que la Cour pénale internationale se saisisse de ces cas. Il faut rendre justice aux victimes et surtout, disons, en parallèle et en plus, il faut que des corridors humanitaires soient organisés pour que l'alimentation parvienne dans cette région et que les moyens médicaux, y compris psychiques pour les filles et pour les femmes qui ont été violées, arrivent sur le terrain de façon à reconstruire quelque chose dans cette région du monde. Mais c'est vrai que personne ne s'en occupe beaucoup. En tout cas, les médias ne s'en préoccupent pas beaucoup. Évidemment, les médias ne sont préoccupés, peut-être qu'ils n'ont pas d'intérêt là-bas. Nous allons donc revenir sur le rapport 2022, mais avant, toujours comme je l'ai annoncé, sur le plan international, puisque le 3 mai, c'était avant-hier, nous avons célébré la Journée mondiale de la liberté de presse. Et nous savons qu'en temps de guerre, puisque c'est le contexte actuel, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Quelle lecture faites-vous donc de la couverture médiatique de ce conflit ukrainien? Alors, tout d'abord, nous sommes face à une nouvelle forme de journalisme, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que les journalistes et les défenseurs des droits et les organisations de défense des droits humains, d'habitude, quand il y a un conflit, consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup de travail à collecter les preuves sur le terrain. Hein, c'est-à-dire que par des interviews, de la documentation, par la récupération de fragments de munitions pour prouver que c'est telle arme utilisée par tel bataillon qui a commis tel crime de guerre. Ça, c'était une situation historique, disons. C'était le travail, aller sur le terrain et recueillir les preuves. Et face à la guerre en Ukraine, c'est un petit peu le contraire qui se produit, c'est qu'il y a des
on est submergé on est submergé de documentation sur les réseaux sociaux. Tout le monde filme, tout le monde prend des photos, tout le monde documente ces exactions, les exactions commises principalement et pratiquement exclusivement par les forces russes. Et tout le travail des chercheurs, notamment de ceux d'Amnesty International, ce n'est plus de collecter les preuves, mais c'est de les authentifier. Nous avons un matériel énorme soit vidéo, soit d'images satellites, soit de témoignages. Et tout notre travail maintenant, finalement, c'est d'authentifier ces preuves afin qu'elles soient incontestables pour qu'on puisse les remettre le jour venu à la justice internationale. Ça peut être la Cour pénale internationale, ça peut être la justice ukrainienne, ou ça peut être la justice des pays qui font partie du traité de Rome et qui peuvent utiliser la compétence universelle pour juger les auteurs présumés des crimes majeurs, c'est-à-dire les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc le travail a un petit peu changé. Maintenant, c'est vrai qu'au au niveau mondial, on parle beaucoup de l'Ukraine, les médias parlent beaucoup de l'Ukraine, et c'est bien. Il faut parler de ce qui se passe en Ukraine, il faut parler des exactions qui sont commises en Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine, malheureusement, comme tension, comme conflit. Et donc, il faudrait, et nous demandons à ce que les journalistes traitent tous les sujets de la même façon qu'ils traitent ce qui se passe en Ukraine. Quant à ce qui se passe en Russie, donc il n'y a plus de médias indépendants en Russie, il n'y a plus de défenseurs des droits en Russie, la société civile russe est complètement cadenassée, donc il n'y a plus du tout, il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais il n'y a plus du tout de liberté d'expression. Donc, il faut qu'on travaille avec la diaspora, il faut qu'on travaille avec les défenseurs des droits pour expliquer à la population civile russe ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est très, très, très difficile. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des médias, la liberté de manifestation en Russie est complètement anéantie. Donc, c'est vraiment une situation qui est véritablement catastrophique en termes de liberté d'expression. Alors, puisque nous y sommes donc en Ukraine, bien entendu, il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas si les choses se sont améliorées, mais il y a eu l'existence d'un site Internet où des personnalités politiques, des journalistes, bien entendu aussi, étaient un peu identifiées et que ces personnes étaient recherchées, sinon on avait donné, comme qui dirait, l'ordre de les exécuter, et dont sur cette liste figurait également Madame Ségolène Royal. Est-ce que Amnesty International a eu connaissance de cette liste et qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous n'avons pas eu connaissance de cette liste, et notamment nous n'avons pas eu connaissance de la liste où figure Ségolène Royal. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les défenseurs des droits, les journalistes indépendants, les journalistes d'opposition et les opposants politiques et les ONG, hein, tels que Mémorial ou Amnesty International. Hein. Amnesty International a été obligé de fermer son bureau de Moscou. Hein. On n'avait plus la possibilité de travailler en Russie. Donc tous les défenseurs au sens large du terme, tous les défenseurs du droit ont été priés de cesser leurs activités et effectivement, un certain nombre d'entre eux ont été emprisonnés parce qu'ils ils ne relataient pas le récit du Kremlin et donc effectivement, pour leur liberté d'expression, certains ont été emprisonnés dans des conditions parfois indignes. Alors, Monsieur Slamouillet, revenons donc sur le rapport 2022, mais cette fois-ci, je souhaiterais qu'on regarde le volet Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec le Congo-Kinshasa, bien entendu. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? Alors, il y a le rapport 2022, mais qui fait partie du rapport annuel d'Amnesty. Hein. Donc, ce rapport annuel, cette année, a été la sortie mondiale de ce rapport, la conférence de presse internationale pour la sortie de ce rapport a eu lieu à Paris, a eu lieu au Palais de Chaillot. Et pourquoi au Palais de Chaillot? Parce qu'il y a 75 ans, c'était au Palais de Chaillot qu'était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, c'était un symbole. Donc, la sortie de ce rapport 2022 d'Amnesty a été faite à Chaillot. Mais c'est également, il y a deux autres anniversaires en 2023. Il y a également le 50e anniversaire de la Convention
de protection des défenseurs des droits. Et il y a la 25e, et c'est le 25e anniversaire également de la Cour pénale internationale. Donc il y a eu 3 anniversaires que nous tenions à souligner parce que ce sont des choses qui sont importantes. Malgré toutes les imperfections dont je vous parlais tout à l'heure, le système multilatéral est le seul système qui permet de garantir, qui devrait permettre de garantir la loi, la paix au niveau mondial et le respect des droits et de la dignité humaine. Alors, au niveau Du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, nous avions sorti également un rapport le 19 avril 2021 qui s'intitulait Sur le dos de la crise, c'était la crise du Covid, sur le dos de la crise, violation du droit à la santé et répression des défenseurs des droits économiques, sociaux en République du Congo. Et nous avions documenté, donc c'est en avril 2021, donc ça remonte à plus d'un an, nous avions documenté, nous, Amnesty International, une baisse dramatique des fonds loués à la santé. Nous avions documenté en particulier qu'en 2014, le budget de la santé était de 515 millions et qu'il était descendu à 290 millions en 2020. Donc il y avait une baisse pratiquement divisée par deux des moyens alloués à la santé. Avec des hôpitaux, il y a eu 12 hôpitaux, je crois, qui avaient été inscrits dans le rapport, qui étaient en cours de construction et qui n'ont pas été ouverts. Donc il y avait véritablement un souci très grave au niveau des infrastructures médicales au Congo. Nous avions documenté aussi le fait qu'il y avait des entraves sévères à l'accès à la gratuité des soins, à la gratuité des médicaments, malgré les déclarations des autorités politiques. Nous avions documenté aussi qu'il y avait des salaires ou des bourses qui n'étaient pas versés aux fonctionnaires, qui n'étaient pas versés aux étudiants, et que ça rendait ces personnes dans un état de très grande vulnérabilité, en particulier pour l'accès à la santé. Et puis, nous avions documenté aussi le fait que toutes les personnes qui s'insurgeaient, qui demandaient des comptes sur cet état de fait, sur cet état de déshérence, si on peut dire, du droit à la santé, ces personnes étaient poursuivies, parfois étaient exécutées. Il y a eu des cas de personnes qui ont été tuées en prison à force d'être battues par des ceintures, par des matraques ou par des crosses de fusil. On avait documenté également des cas de torture. Nous avions documenté également des restrictions de la liberté syndicale et de la liberté de manifestation et du droit de grève aussi. Et puis, nous avions documenté enfin des pressions qui étaient faites soit sur les étudiants à l'étranger, soit sur leurs familles, soit sur des opposants pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne s'expriment pas. Donc c'était vraiment des discriminations et des entraves aux droits politiques, civils et politiques au Congo durant la crise. Dans notre rapport 2022, nous rappelons donc le contexte. Vous savez que donc dans les 156 pays de notre rapport, ça commence toujours par une sorte de contexte. Donc le contexte concernant le Congo, c'est qu'en juillet, il y a eu des élections parlementaires, que ces élections parlementaires, il y a eu 111 députés de la majorité présidentielle sur 151, que ces élections ont eu lieu juste un an après l'élection de Denis Sassou Nguesso, après 36 ans de pouvoir, c'était la 4e réélection, qu'il y a eu un certain nombre de recours devant la Cour constitutionnelle qui ont été faits, 30 recours exactement, et qui ont tous été rejetés. Ça, c'était le premier point du contexte. Le deuxième point du contexte, c'est que le FMI a donné une aide de 450 millions de dollars au Congo, mais en contrepartie, il fallait renforcer la gestion des deniers publics. C'était ce que demandait le FMI parce qu'il y avait une certaine gabegie, il y avait une certaine corruption. Et puis enfin, le troisième élément du contexte du rapport d'Amnesty sur la partie Congo, c'est que plusieurs membres de la famille du président font toujours l'objet de poursuites devant les tribunaux en France pour corruption, pour des allégations de corruption et de biens mal acquis sur le territoire français. Donc voilà les 3 principaux points du contexte. Et puis après, on détaille donc des principaux paragraphes, c'est la liberté des entraves à la liberté d'expression et de réunion pacifique, et le droit à manifester, les détentions arbitraires et les tortures, les droits des femmes, le droit à la santé et enfin le droit à l'environnement. Donc, avec chaque fois des documentations de certains cas qui illustrent ces entraves à chacun de ces droits. Alors, lorsqu'on vient sur le volet, bien entendu, détention arbitraire,
ou arrestation arbitraire, puisque ça existe au Congo-Brazzaville. Nous avons deux figures de l'opposition congolaise qui aujourd'hui sont en prison pour les raisons. Bon, les deux étaient, enfin, on peut parler d'anciens candidat à la présidentielle de mars 2021. Il s'agit bien entendu du général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. Et dans le cas, par exemple, de Jean-Marie Michel Mokoko, il y a eu, je crois, une recommandation des experts de l'ONU qui avaient demandé carrément la libération immédiate du général Jean-Marie Michel Mokoko depuis novembre 2018. Alors À effectivement, la donc, date d'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a jamais obtempéré et on se poserait donc la question de savoir si réellement le gouvernement congolais avait été notifié de cette recommandation ou non. alors, effectivement, d'après les informations que nous avons, c'est que l'ONU a condamné, a considéré l'incarcération de Jean-Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de 2016, comme une détention arbitraire, donc en violation flagrante du droit international des droits de l'homme, hein, en contradiction, en violation flagrante de la loi. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il est toujours en prison. Donc, pour l'ONU et effectivement, pour Amnesty International aussi, c'est une détention arbitraire, donc c'est une violation des droits humains. Et nous avions documenté également, concernant les détentions arbitraires, le recours parfois à la torture. Hein, trois personnes notamment ont été battues à Brazzaville en janvier. L'une de ces personnes est décédée à cause de ces coups. Quatre policiers ont été... Là, vous faites, pardon, monsieur Samouye, vous faites allusion aux jeunes Congolais euh, qui on a brisé les jambes par des gros marteaux, c'est cela, en Oui, janvier oui. 2022? Et quatre policiers ont été condamnés à 10 ans de prison et il y a des peines pécuniaires, disons. Mais voilà, donc c'est véritablement des cas que nous avons documentés de détention arbitraire et de torture pendant ces détentions. Nous avions également documenté le fait que le 8 avril était organisé, donc 2022, hein, était organisée une manifestation disons, rouspéter, si on peut dire, contre les mauvaises qualités du service enfin, d'électricité fourni par la compagnie nationale. Cette manifestation a été interdite par le préfet le 6 avril. L'un des organisateurs de cette manifestation s'est rendu quand même sur les lieux prévus pour cette manifestation qui avait été interdite. Il a été arrêté, il a été battu pendant plusieurs heures pendant son incarcération. Donc là aussi, c'est une entrave aux droits humains, au respect à la liberté d'expression, au respect de la liberté de manifester, et c'est des attaques corporelles, je dirais, des blessures, des cas de torture et de mauvais traitements qui sont infligés à des personnes qui s'expriment naturellement, je crois, qui s'expriment politiquement. Donc effectivement, nous avions documenté ces cas. Est-ce que, au-delà de ce que vous venez de nous dire, probablement qu'on ne peut pas lire tout le rapport aujourd'hui et on ne peut pas non plus être partout dans le monde au même moment, mais il ressort que finalement au Congo-Brazzaville, et c'est peut-être une information pour vous, il y a des exécutions sommaires qui ont lieu au quotidien, ou presque, s'il faut le dire, avec bien sûr la prise d'otage des dépouilles des victimes, où les parents sont amenés à payer des rançons pour reprendre les dépouilles de leurs parents victimes. Est-ce que ces informations vous parviennent ou non? Ou comment faire pour que les associations ou les ONG qui œuvrent sur place au Congo-Brazzaville peuvent faire pour vous parvenir ce genre d'informations? Donc, il y a nos chercheurs qui sont basés à Londres et qui travaillent sur le Congo-Brazzaville sont certainement au courant de ces informations, cherchent à les authentifier, à les croiser pour être sûr des faits, hein, pour vraiment que ces Tout à fait, faits oui, des faits. soient crédibles. Mais nous en avions parlé, je crois, avant-hier. Il va falloir qu'on renforce nos relations Amnesty International avec les organisations que vous représentez, de façon à ce que les violations des droits humains remontent au niveau international et qu'on en parle plus et qu'on les documente plus. Donc, on a véritablement un travail de renforcement de nos échanges et de nos liens à mettre en place.
très clairement. Alors, vous parliez donc du procès des Biamala des membres du clan Sassou Nguesso, un procès qui, c'est un vieux procès d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on ne sait jamais pourquoi est-ce que ça met autant du temps. Mais il y a à côté aussi d'autres affaires beaucoup plus complexes et plus sensibles, notamment le procès sur les massacres qui ont eu lieu au beach de Brazzaville, suite bien entendu. C'est la suite en fait d'aucuns parlent de génocide, d'autres de massacre dans le département du Poul, et jusqu'à ce que, bien entendu, on ait vécu ce cas très dramatique où des jeunes Congolais ont été massacrés au niveau du beach de Brazzaville. Alors, ce procès est encore en cours au niveau de Paris. Mais à côté, nous avons dit tout à l'heure d'autres cas beaucoup plus flagrants que finalement, et le constat que nous faisons, c'est que on a l'impression que tout ce qui se fait au Congo, tous les crimes qui sont commis au Congo, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ça existe et c'est documenté. Vous pouvez envoyer vos chercheurs pour aller s'enquérir, bien sûr, de ces informations. C'est des informations documentées. Et tous ces crimes qui se passent au Congo-Brazzaville semblent échapper à la communauté internationale. Et c'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Oui, ben on est encore, vous savez, on est encore dans la situation que je vous citais en introduction. C'est toutes les exécutions, toutes les violations massives de droits humains ne sont pas traitées de la même façon partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il faut qu'avec d'autres ONG, avec Amnesty International certes, mais également avec la Fédération internationale des droits humains, avec toutes les grosses ONG, avec Human Rights Watch, il faut qu'on alerte l'opinion publique internationale pour décrire, pour documenter, pour prouver ce qui se passe dans les différents pays du monde. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui passent sur les radars, il y a plein de choses qui n'alertent pas, qui ne sont pas prises en compte par la communauté internationale. Et c'est notre travail à nous, ONG, mais c'est très compliqué hein, parce que nous ne sommes que des ONG, nous avons des moyens qui sont limités, mais c'est véritablement notre travail de dénoncer tout ce qui se fait de par le monde et nous continuerons à le faire, même si c'est imparfait, même si nous avons des moyens qui sont insuffisants, ça fait partie de notre travail et il faut véritablement qu'on renforce ce travail. On ne parle pas non plus, la communauté internationale ne réagit pas ou ne réagit pas assez par rapport à ce qui se passe en Chine, par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, la communauté internationale ne s'insurge pas assez sur ce qui se passe dans le système d'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Donc il y a plein de parties du monde qui ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. Et c'est véritablement une insuffisance majeure. Et c'est vraiment là qu'il faut qu'on conforte notre travail, effectivement. Alors, vous travaillez aussi sur les crimes économiques, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisque vous parlez du procès des biens mal acquis. Il se trouve qu'au Congo-Brazzaville, c'est le pays où on parle également de la dilapidation de 25 milliards de dollars du fonds de garantie des générations futures. On parle en termes de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça. C'est aussi le pays où les révélations faites par Libération, notamment sur le détournement de l'argent du pétrole congolais par Denis Sassou Nguesso, qui a été cité nommément, bien entendu, et d'autres crimes qu'on peut rassembler comme ça. En fait, ma question, c'est de savoir comment est-ce que les ONG, par exemple, locales de Brazzaville, peuvent travailler ensemble avec vous. Alors, nous, il y a nous, mais il y a Sherpa, enfin, il y a d'ONG qui travaillent et qui sont peut-être plus spécialisés qu'Amnesty sur tout ce qui est corruption, c'est tout ce qui est crime économique. Donc, voilà. Les ONG locales doivent prendre contact avec les ONG qui ont une audience internationale pour les alimenter en informations. Pour que ces informations soient documentées, il faut vraiment créer des passerelles entre les ONG locales et les ONG plus internationales, de façon à ce que chacun fasse son travail et en complémentarité, si je puis dire. C'est-à-dire que les mieux informés, ce sont les ONG qui sont sur place, qui sont sur le terrain, et celles qui ont le plus d'audience, c'est peut-être les ONG qui sont pas sur le terrain, qui sont éloignées du terrain, mais qui ont une audience internationale. Et il faut que les deux parviennent à travailler ensemble, et c'est ce que nous essayons de mettre en place à Amnesty International, c'est de travailler avec les personnes et non plus seulement pour les personnes. C'est vraiment travailler avec les ONG qui représentent les personnes de façon à ce qu'il y ait une meilleure circulation d'informations et qu'on puisse
avoir plus d'impact au niveau de l'opinion publique d'une part et des décideurs, que ce soit des décideurs politiques, religieux ou économiques d'autre part. Donc effectivement, ce que vous citez, c'est ce travail en complémentarité, grosses ONG et petites ONG de terrain doit être renforcé pour améliorer les choses. Ça, c'est sans aucun doute, c'est vraiment des objectifs que nous nous sommes fixés pour les années à venir. Est-ce qu'en dehors des ONG, y a-t-il une possibilité que des personnalités ou quelqu'un, bon, un Congolais par exemple, qui veut vous informer sur quelque chose parce qu'il serait probablement menacé ou il serait en danger, est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un, comme je l'ai dit, un Congolais ordinaire puisse, par exemple, vous contacter. Parce que je veux aborder ici le volet liberté de presse, parce qu'au Congo-Brazzaville, en 2022, je ne sais pas si ça figure également dans votre rapport, en ce qui concerne la liberté de presse, il y a eu Vox TV qui avait été suspendu, ou les programmes de Vox TV avaient été suspendus simplement parce que le directeur général de cette chaîne avait tendu son micro à un opposant politique, Destin Gavet, mais aussi il existe des opposants qui toutefois sont menacés parce que pour leur prise de parole, dont probablement les médias, comme qui dirait les médias alternatifs, parce qu'au Congo-Brazzaville, hein, l'opposition n'a pas accès aux médias. Et donc, le fait de prendre les prises de parole dans les médias alternatifs, comme les nôtres, certains opposants sont menacés. C'est le cas, par exemple, de M. Clément Mirassa. Voilà pourquoi je suis en train de vous poser la question. Est-ce qu'à ce niveau-là, si l'information n'est pas rapportée par exemple, les ONG locales, est-ce que les personnes elles-mêmes peuvent vous contacter? Comment ça se Alors, passe? Amnesty International travaille effectivement avec toutes les parties du pays, hein, donc les membres du gouvernement, mais également les membres de l'opposition, voire même avec la diaspora, voire même avec des défenseurs. Parfois, il arrive qu'on exfiltre des personnes qui sont en danger et qu'on leur donne des moyens de se mettre à l'abri pendant quelques temps. Donc, effectivement, Amnesty International travaille beaucoup avec les journalistes, travaille beaucoup avec les ONG pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Donc, les liens existent déjà, il faut sans doute les renforcer, mais les liens existent déjà avec les différentes parties, enfin, les différents responsables politiques, qui soient dans la majorité ou qui soient dans l'opposition. Ça fait partie du travail d'Amnesty. On va terminer probablement par cette question, un fait inédit, il faut le dire comme ça, qui retient l'attention de la communauté internationale. Vous l'avez probablement déjà abordé au départ. C'est un peu le mandat d'arrêt émis par la CPI contre le président Vladimir Poutine, un président en exercice. Est-ce qu'on peut parler désormais d'une jurisprudence et que, bon, je vais prendre le cas du Congo-Brazzaville, hein, parce que je connais mieux le Congo-Brazzaville. Est-ce que demain, on pourrait, par exemple, délivrer aussi un mandat d'arrêt contre Denis Sassou Nguesso pour les crimes contre l'humanité? Je dis, et je persiste là-dessus, qui sont documentés, mais qui échappent curieusement à la communauté internationale. Une chose qui a été très importante dans ces dernières décennies, c'est la création de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale et le traité de Rome qui en a fait création euh, a, et l'émergence d'un système de justice internationale. Donc effectivement, les personnes qui sont présumées coupables de crimes majeurs en termes de droit international, et ces crimes majeurs sont documentés, c'est le crime de guerre. Si ces crimes de guerre sont organisés, sont généralisés, c'est le crime contre l'humanité. Et le pire du pire des crimes, c'est le crime de génocide. Donc ces trois crimes majeurs rentrent dans le périmètre de compétences de la Cour pénale internationale. Mais il n'y a pas que la Cour pénale internationale. Il y a également la juridiction, le système judiciaire des pays qui peuvent juger leurs propres compatriotes si ceux-ci sont accusés de crimes majeurs. Et puis, il y a une Oui, mais troisième. dans le cas des pays sous dictature, ce n'est pas possible parce Ce que n'est pas la possible justice sur les pays, étatique. à moins d'un changement de régime, mais il y a une troisième piste pour juger les auteurs présumés des crimes majeurs, c'est la compétence universelle. C'est-à-dire que tous les pays qui ont signé le traité de Rome ont le droit et même le devoir de juger les auteurs des crimes majeurs. La France, dans sa juridiction, a mis des verrous, on appelle ça les verrous, qui vident
cette compétence universelle de toute sa substance. C'est-à-dire qu'en fait, la France dit qu'on peut utiliser la Cour pénale internationale, mais en fait, il y a de telles réserves qu'on ne peut pas l'utiliser. Et le scandale majeur de ces dernières années, c'est que le tribunal de Coblence en Allemagne avait condamné à la réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité un directeur d'un centre de torture en Syrie, alors que la France, pour un cas similaire, avait relâché la personne parce qu'il y avait un de ces verrous n'avait pas été respecté. Et ces quatre verrous, c'est le premier verrou, c'est résidence permanente de la personne en France. Alors, vous vous doutez bien que la résidence permanente, les directeurs de centres de torture en Syrie ou en Ukraine ou en Afrique n'ont pas une résidence permanente en France. Donc, ça enlève déjà tout un pan de responsabilité. Le deuxième, c'est la double incrimination, c'est-à-dire qu'il faut que le crime contre l'humanité soit dans la législation française, ce qui est le cas, mais soit également dans la législation du pays dans lequel ce crime a été perpétré, ce qui souvent n'est pas le cas. Donc, il y a plein de responsables qui échappent encore à ça. Il y a le monopole du parquet, c'est-à-dire que les victimes ou les familles des victimes ne peuvent pas se porter partie civile. Et enfin, il y a comment dire, la substitution par rapport à la CPI, parce que normalement, c'est les juridictions du pays qui jugent en priorité, puis les pays via la compétence universelle, puis à défaut la Cour pénale internationale. Et la France a interverti tout ça, c'est-à-dire qu'elle dit si la Cour pénale internationale, je n'interviendrai, moi, justice française, que si la Cour pénale internationale n'est pas intervenue, ce qui est un non-sens, ce qui est le contraire de l'esprit de la loi du traité de Rome. Donc, pour être très clair avec vous, c'est que la France est en dessous de tout en termes de lutte contre l'impunité, puisque avec tous ces verrous que je viens de citer, eh ben, finalement, on ne peut poursuivre personne ou pas grand monde. Donc, les associations de défense des droits de l'homme et un certain nombre de députés et de sénateurs mettre ça sur le tapis sans arrêt pour que la France supprime ces quatre verrous et qu'on puisse enfin juger les personnes qui se sont rendues coupables des crimes de guerre contre l'humanité ou de génocide. Mais aujourd'hui, très clairement, la France est en dessous de son rôle. La France est en dessous de son rôle. Nous voudrions probablement, et peut-être que ce n'est pas notre rôle à nous, mais nous vous donnons quand même cette information, c'est qu'entre 1998 et 2000, il y a eu des crimes contre l'humanité au Congo, des populations entières ont été décimées dans le département du Poul, et ces crimes se sont encore ont été réédités entre 2016 et 2018, toujours dans le département du Poul, où des populations civiles ont été massacrées, des villages rayés de la carte. Et nous vous invitons donc de voir à votre niveau si vos chercheurs peuvent aller sur place pour enquêter, évidemment, documenter tout cela. Ça serait une bonne chose. Sinon, ma question, c'est de savoir comment faire pour vous inviter à aller enquêter sur ces crimes. Et on terminera par là. Écoutez, très clairement, je vais prendre contact avec nos chercheurs sur le Congo à Londres et je vais leur dire ce que vous venez de me dire et qu'ils prennent contact, puisque j'ai vos coordonnées, qu'ils prennent contact avec vous pour que justice soit rendue aux victimes. C'est fait partie de notre travail et nous y contribuerons du mieux que nous pourrons. Je vous en prie, Monsieur Jean-Claude Samouillet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président d'Amnesty International France. Encore merci d'avoir été Merci disponible. à vous. Merci à vous. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager massivement cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement sur YouTube comme sur Facebook, mais aussi permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.